Bonjour tout le monde, voici une capsule audio portant sur le chapitre sur les corps soumis à plusieurs forces. En classe, on a divisé ce chapitre-là en trois cours, mais pour éviter de faire trop de diffusion vidéo, j'ai décidé de faire une seule grosse présentation sur ce chapitre. On va commencer immédiatement. Lors du premier cours, on a abordé le diagramme de corps libre. Qu'est-ce que ça représente, le diagramme de corps libre? C'est un graphique avec un axe des X, un axe des Y, dans lequel on va placer des vecteurs. En fait, ces vecteurs-là, ça va être toutes les forces impliquées sur un corps. On va prendre un exemple simple pour commencer. Si on a un ballon de volleyball qui repose sur une table, le ballon ne bouge pas, il n'y a aucune force qui est soumise sur ce ballon. Donc, actuellement, il y a simplement deux forces qui agissent sur le ballon. La première, ben, le ballon, lui, a une masse et fondamentalement, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est tomber vers la Terre. Donc, il y a une force gravitationnelle vers le bas. La grandeur de la flèche va dépendre de sa masse. Donc, plus un objet est gros, plus la force gravitationnelle va être grande. Pourquoi l'objet ne tombe pas? Mais c'est parce qu'il repose sur une table. Et cette table-là est capable de réagir en mettant une force normale équivalente à la force gravitationnelle. Donc, quand un objet est immobile, gardez en tête qu'il doit y avoir autant de force d'un côté que de l'autre. Parce que si la force gravitationnelle était plus grande que la normale, l'objet tomberait. Et inversement, si la force normale était plus grande que la force gravitationnelle, l'objet se mettrait à s'envoler dans les airs. Donc, si un objet est nul, dites-vous qu'il y a autant de force d'un côté que de l'autre, que ce soit vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Comment tracer le diagramme de corps libre? Prenez ces trois étapes-là. Premièrement, commencez par déterminer l'objet qu'on veut analyser. Est-ce que c'est un ballon? Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est un objet suspendu à une grue? Est-ce que c'est une boule disco accrochée à un plafond? Dans tous les cas, commencez par déterminer l'objet. Ensuite, essayez de trouver un point qui va donc, ça va être facile de représenter toutes les forces. Généralement, on peut utiliser le centre de l'objet, comme on a fait avec notre ballon de volleyball, mais on peut choisir aussi un autre point. Par exemple, avec une boule disco accrochée au plafond, ben, il va y avoir un point d'attache sur le haut de ma boule. On va attacher la boule par des cordes, mais ce point d'attache-là pourrait être le centre de votre objet. Et troisièmement, on représente par des flèches toutes les forces qui agissent sur mon objet en faisant coïncider l'origine de chaque flèche avec le point tracé à l'étape 2. Donc, l'origine de chaque vecteur doit être à la même place, dans un graphique à 0, 0. Ici, on a notre fameuse boule disco qu'on a accrochée à un plafond par deux câbles. Donc, j'ai fait par exprès pour ne pas mettre des câbles avec un même angle, juste pour vous montrer que plus l'angle ici va être prononcé, plus le câble va faire de travail. Et plus l'angle est plus petit, moins ce câble-là va travailler. C'est pour ça que la tension ici est plus grande que celle-là. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut se dire au début? C'est est-ce que ma boule disco elle bouge ou est immobile? Par exemple, dans ce cas-ci, elle est immobile. Bon. Quelle force agit sur ma boule? La boule, elle, veut fondamentalement tomber vers le bas. Donc, il y a une force gravitationnelle vers le bas. Si elle ne bouge pas, mais ça veut dire qu'il doit y avoir des forces vers le haut. Parce que si j'ai une force gravitationnelle vers le bas, il doit y avoir quelque chose vers le haut. Et ce quelque chose vers le haut-là, ce sont mes tensions dans mes deux câbles. Donc, si je prenais la composante en Y de ma tension 2 et que je l'additionnais à ma composante en Y de ma tension 1, j'obtiendrais la même grandeur que ma force gravitationnelle. C'est pour ça que la boule ne tombe pas et qu'elle ne s'envole pas. Par contre, si elle ne bouge pas à gauche et à droite, il faut aussi que les composantes en X, donc cette partie-là de T2 qui va vers la gauche, soient égales à la composante en X de T1. S'il y en a un qui bouge, un qui est plus grand que l'autre, ben, l'objet va se mettre à bouger dans un sens. Donc, si l'objet ne bouge pas, il faut que la somme des forces en Y soit nulle.
et que les sommes des forces en X soient nulles. Ici, je vous demande de tracer un diagramme représentant les forces s'exerçant sur un bloc. Là, il y a un plan incliné, un bloc, et on dit qu'il est en mouvement. On ne vous dit pas à quelle vitesse, mais c'est pas vraiment important. On fait juste dire qu'actuellement, le bloc, il glisse. Soyez pas inquiets. Si vous avez de la difficulté avec les plans inclinés, on va le revenir à la fin pour vous expliquer vraiment comment tracer les diagrammes. L'important, c'est juste au moins de savoir si vous êtes capable de représenter quelles forces agissent sur le corps. Donc, je vous laisse un petit 10 secondes. Donc, voici les forces qui agissent sur mon bloc. Première des choses, un petit truc là, pour penser à la force gravitationnelle. Le bloc, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, c'est tomber vers le sol. Mais puisqu'il est sur un plan incliné, sa seule façon de se diriger vers la Terre, qui est en bas, c'est de glisser dessus. Et il va finalement s'arrêter en bas. Donc, il y a une force gravitationnelle vers le bas. Ce qu'on fait, c'est juste faire une translation, on le met dans un graphique, bingo, on a notre force gravitationnelle. L'objet est en mouvement. Donc, dans votre tête, ça doit sonner, OK, la somme des forces n'est pas nulle. Donc, il y a un côté qui est plus grand que l'autre. On sait qu'il bouge vers la droite. Donc, ce côté-là, la somme des forces de ce côté-là doit être plus grande que celle-là. Deuxième force en ligne de jeu, c'est la normale. L'objet, évidemment, il glisse sur le plan incliné. Il ne s'enfonce pas dedans. Donc, le bloc doit avoir la capacité de pousser l'objet vers le haut. La force normale, c'est une force de réaction du sol qui est perpendiculaire. Donc, si on se trouve sur un plan incliné, mais la force normale va être à 90 degrés par rapport au sol et non vers le haut. Finalement, la troisième force, c'est la force de frottement. Parce que le bloc, lui, il glisse, mais il interagit avec le bloc. C'est pas un sol parfait sans coefficient de frottement. La seule chose qui est importante, c'est de déterminer c'est quelle force de frottement. Est-ce que c'est une force de frottement statique ou cinétique? Mais puisqu'il y a un mouvement, en fait, l'objet n'est pas immobile, donc n'est pas statique. Donc, ça doit être obligatoirement une force de frottement cinétique. Donc, pour ça qu'il y a un C à côté de force de frottement cinétique. Maintenant, il faut savoir déterminer dans quel angle se trouvent mes vecteurs. Ben, premièrement, un petit truc, dites-vous que l'angle auquel bouge mon bloc va être toujours égal à mon plan incliné. Donc, si je place une ligne imaginaire ici vis-à-vis ma force de frottement qui représente mon axe des Y et une ligne comme ça ici qui représente mon axe des X, ben, on sait que cet angle-là, ici que je bouge ici, vaut 60. Pourquoi? Ben, parce qu'on a un triangle ici. La somme des angles dans un triangle est de 180. On a un angle de 90 ici, on a un angle de 30 degrés ici, donc on a 120 degrés. 180 moins 120, ça donne 60. Et par la règle des angles opposés, si je continue ici, cet angle-là doit être égal à cet angle-là. Donc c'est pour ça ici que j'ai un 60. Et avec le même principe, ici, je dois avoir un angle de 30 degrés. Si vous avez de la difficulté à comprendre comment calculer des angles, inquiétez-vous pas, on va en revenir vraiment plus tard. Les plans inclinés, c'est la partie la plus difficile avec les forces, mais une fois qu'on comprend ça, tout le reste va bien. L'important, c'est au moins de comprendre que la force de frottement est dans le sens opposé au mouvement et que la force normale, elle, va être perpendiculaire au sol et non vers le haut. Parce que ça, c'est des erreurs qu'on retrouve souvent et faites vraiment attention. Donc, dernier petit résumé avant de passer à la diapositive suivante.
Force gravitationnelle, toujours vers le bas. Force normale, toujours à 90 degrés par rapport au sol. Et force de frottement, à l'opposé du mouvement. Là, vous me voyez venir, éventuellement, on va calculer des sommes des forces. Donc, il va falloir travailler avec des sines de l'angle, cos de l'angle. Donc, plus qu'on a d'angle, plus les risques d'erreur sont présents. Ce que je vais vous proposer comme méthode, c'est, là, j'ai placé un diagramme comme ceci. J'ai mon axe des X, j'ai mon axe des Y. Mais si je plaçais mon axe des X dans le sens de mon plan incliné, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir ça. Donc, j'ai placé mon axe des X dans le sens de mon plan incliné. Donc, quelle force ai-je sur mon axe des X? Ben, j'ai ma force de frottement. C'est ça que j'ai représenté ici. Ma force normale, elle, est à 90 degrés du sol et aussi de mon axe des X. Donc, ma force normale devient ici. Et la force gravitationnelle, elle, va se trouver à un certain angle de mon axe des Y négatif. Ce qu'on a représenté ici. Donc, avec un graphique comme ça, on se retrouve avec un vecteur avec un angle au lieu d'en avoir deux. Donc, quand on va arriver pour faire des calculs, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup moins de chances d'erreur de travailler avec un seul angle. La résultante de plusieurs forces, ben, ça revient à dire quelle serait la force qui représenterait les trois forces un à la suite de l'autre. Donc, si ici j'ai une force normale vers le haut, une force de frottement vers la gauche et une force gravitationnelle vers le bas, ben, ça voudrait juste dire que je pourrais représenter une force résultante partant de mon premier vecteur et allant à mon deuxième vecteur. Donc, ça irait vers le bas, dans cet exemple-ci, vers le bas. Donc, ça aurait une valeur négative d'un certain chiffre. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça serait un vecteur résultant vers le bas. Dans l'exemple ici, qui représente le ballon de volleyball du début de la présentation, ben, si je place les vecteurs un à la suite de l'autre, ben, la fin du dernier coïncide avec le début du premier. Donc, la force résultante, c'est 0. Petit problème pour les forces résultantes. Je vais vous demander de calculer la force, donc le vecteur qui pourrait représenter toutes les forces qui rentrent en jeu dans ce problème. On a un bateau qui exerce une force motrice, donc le moteur, lui, exerce une force de 8500 newtons à 45 degrés. Par contre, il n'y a pas juste le moteur qui rentre en ligne de jeu, il y a aussi le vent qui exerce une force de 2000 newtons à 210 degrés. Et en plus de ça, il y a le courant qui exerce une force de 1500 newtons à 110 degrés. Première étape dans un problème, tracer le diagramme de corps libre. Ça, c'est vraiment la base. Donc, prenez le temps de faire le diagramme. Au pire, mettez la vidéo sur pause, le temps de faire ça. Moi, je vais passer directement à la réponse. Si on trace le diagramme avec des grandeurs en fonction des chiffres qui sont dans le problème, on obtient ici. On a une force motrice qui est beaucoup plus grande que les autres forces dans le premier cadran. On a une force du courant qui est la plus petite force des trois, qui se retrouve dans le deuxième cadran. Et la force du vent, qui est un petit peu plus grande que la force du courant, dans le troisième cadran. Maintenant, je vais vous demander de calculer la somme des forces. Donc, quelle est la force résultante à ces trois vecteurs-là? Comment qu'on peut faire? Ben, c'est de calculer les composantes. Donc, on va trouver pour le vecteur résultant, par exemple, ça se peut qu'il soit comme ça ici, ça se peut qu'il soit comme ça ici, ça se peut qu'il soit comme ça ici, mais dans tous les cas, il va avoir une composante en X et une composante en Y. Donc, pour trouver ça, on va trouver la somme les composantes en X de tous mes vecteurs. On va les additionner.
et ça va nous donner la composante en x de mon vecteur résultant. Deuxième étape, on va trouver la composante en y de tous mes vecteurs. On va les additionner et ça va me donner la composante en y de mon facteur résultant. Donc, je vous demande de déterminer la norme et l'orientation. Comment qu'on fait? À l'aide d'un gros calcul. Donc, ma force résultante, c'est la somme des trois vecteurs. Premièrement, trouver en x la composante des trois vecteurs. Donc, pour la force motrice, ben, on fait la force motrice fois le cos de l'angle. On vous donne 8500 newtons, on vous donne 45, ça nous donne 6010 newtons. Même chose pour le vent, on vous donne le 2000 newtons, on vous donne l'angle, fait 2000 fois cos de 210, ça va nous donner moins 1732. Donc on est dans le moins. Si on revient à notre graphique, on est dans le moins ici, ce qui est correct. Et la force du courant, bon, on vous donne un chiffre, le 1500 newtons, on vous donne l'angle, ça nous donne moins 513, encore une fois dans le négatif. Donc la force résultante en x, c'est la somme des trois. 6010 moins 1732 moins 513, ce qui nous donne 3765 newtons. On travaille avec des forces, donc on travaille avec des newtons. Même chose avec le y, sauf qu'à la place d'utiliser des cos, on va utiliser des sin. 8500 fois sin de 45, ça nous donne 6010, ainsi de suite. On trouve les valeurs en y de nos trois vecteurs, ce qui va nous donner la force résultante en y, en faisant un moins l'autre plus l'autre, parce qu'on a deux valeurs positives et une valeur négative. Ça nous donne 6419. Donc on remarque que la composante en x est positive, la composante en y est positive, donc notre valeur, notre vecteur résultant se retrouve dans le premier cadran, à 3000 et 6000. Pour trouver la valeur de ma grandeur, ben, je me retrouve avec un triangle rectangle dont je cherche l'hypoténuse. Donc on va faire racine carrée. Moi j'ai mis exposant 1/2, ça veut dire la même chose. Racine carrée de ma composante en x au carré plus ma composante en y au carré. Ce qui va donner 7442 newtons. Pour trouver l'orientation, je ne l'ai pas faite, mais tout simplement faire, par exemple, là on a le côté opposé et le côté adjacent à l'angle. Donc on peut faire tan de θ, tan de l'angle qu'on veut, donc de l'orientation, est égal à côté opposé, qui est mon 6419, divisé par le côté adjacent, qui est 3765. Donc, tan moins 1 de ça, divisé par ça, ça va nous donner un angle. Donc ça résume le premier cours qu'on a fait sur les corps soumis à plusieurs forces. Le deuxième cours, c'est un cours sur l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est simplement pour dire que ici, malgré qu'on a une masse plus grande là, il tient en équilibre avec une petite masse. Mais ça veut juste dire que la somme des forces vers le bas est égale, mais la position du pivot, qui est la petite boule ici, va être placée plus proche du côté de la grande masse. De toute façon, on va en parler. C'est juste pour expliquer le concept d'équilibre. C'est que deux corps vont être en équilibre. C'est quoi l'équilibre statique? C'est lorsque la force résultante est nulle. Et donc que l'objet est immobile. Bon, pour l'équilibre, c'est un cours exclusivement de problèmes. Donc, je propose 3 problèmes, on les fait ensemble et ça va vous donner un petit peu une démarche à suivre pour résoudre des problèmes. Donc, on a ici une grue qui tient un bloc de béton avec un poids de 12 000 newtons. Le poids, gardez en tête que ça veut dire force gravitationnelle. Donc, on vous donne la force gravitationnelle qui est de 12 000 newtons. On vous dit
Si la tension dans le câble de droite, FT1, ok, celle-là ici, est de 3117 newtons et que le système est en équilibre, calculez la tension dans le deuxième câble, FT2. On vous donne aussi des angles. Première étape, avant de sembler apeuré par un problème comme ça ici, même si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, commencez par tracer votre diagramme. Voici et recensez les données du problème. Dans le problème, on vous donne la force gravitationnelle, qui est de 12 000 newtons, mais on sait qu'elle est à 270 degrés, parce qu'elle est vers le bas. Ce que j'ai indiqué ici. On a une force gravitationnelle vers le bas. On vous donne T1, qui est ici, 3117 newtons, et on vous donne l'angle. Sauf que l'angle, c'est pas 20 degrés. Partez toujours des x positifs et ramenez. Donc, pour se rendre ici, on a 90, plus cette partie-là. Cette partie-là qui vaut 70. Donc, 90 plus 70, 160. On dit que le système est en équilibre, donc que la force résultante est nulle. Quand vous voyez ça dans un problème, là, le système est en équilibre, pensez force résultante égale 0. Et on vous demande de calculer la valeur de la tension si on vous donne l'orientation. Donc 75. Si un objet est immobile, ça revient à dire que la somme des forces en X est nulle. Et ou, vous pouvez faire les deux, là, que la somme des forces en Y est nulle. Moi, j'ai décidé de le faire en Y. Donc, la force résultante en Y va être égale à la force gravitationnelle en Y plus la composante en Y de T1 plus la composante en Y de T2. On sait que la force résultante est nulle. La force gravitationnelle, ben, c'est moins 12 000 parce qu'on est dans le Y négatif. Oups, ici, moins 12 000. La composante en Y de T1, ben, c'est ça ici. Okay, on a un angle ici. Donc, ça va être la valeur de T1, qui est de 3117, sin de l'angle, qui est de 160, plus T2Y, qu'on ne connaît pas. Donc, on a une équation avec une seule inconnue, un seul inconnu. Donc, il est possible de l'isoler et d'obtenir 10 934 newtons. Ce qui est logique, parce que c'est une valeur positive, et T2, c'est vers les Y positifs. Là, ce qu'on a, là, c'est T2Y. Donc, ça. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut la valeur du vecteur. Donc, en faisant un triangle, on a ici un triangle. On a la valeur du côté opposé. On a la valeur de l'angle. Et on recherche l'hypoténuse. Donc, c'est comme dire à l'aide du SOHCAHTOA. SO, c'est sinus de l'angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse va être égale à... le côté opposé va être égal à l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. Donc, 10 934 va être égal à l'hypoténuse, ce qu'on cherche, la valeur de T2, fois sin de 45. En isolant T2, on obtient 11 319. Mais ça, là, c'est la valeur, la norme du vecteur. Nous, on veut toujours une norme et une orientation. Donc, 11 319 à, et c'est pas 25, il y a une erreur ici, c'est 75 degrés. Donc, ici, il est à 75 degrés. La force équilibrante. Ben, la force équilibrante, là, c'est toujours l'opposé de la force résultante. Si je... Comment je pourrais dire?
Prenons l'exemple de mon bateau de tantôt. J'avais trois forces. On a calculé une force résultante. On a dit, ben, le bateau, il se dirige dans le premier cadran avec telle grandeur. Mais si je veux que le bateau devienne immobile, il faudrait que j'exerce une force de la même grandeur, mais dans le sens opposé, donc à 180 degrés. C'est ça que ça veut dire la force équilibrante. C'est si j'ai un mouvement dans une direction, comment je peux faire pour que cet objet-là devienne immobile? Ben, c'est en exerçant une force de la même grandeur, mais dans le sens opposé. Donc c'est ça la force équilibrante. C'est une force de module égal, mais avec 180 degrés de différence. Donc un autre problème ici, pour vous aider à comprendre la force équilibrante, on a une voiture de course, qui est la voiture rouge, qui entre en collision latérale avec une voiture, la bleue, qui subit une force F1 de 20 000 newtons à 30 degrés. Donc il y a un angle de 30 degrés ici. Elle heurte en même temps, elle n'est pas chanceuse, une troisième voiture, la voiture jaune, et subit une force F2 de 9000 newtons à 235 degrés. Donc 235 degrés. La situation est représentée dans la figure ici. Quelle est la force équilibrante? Quelle force équilibrante doit s'exercer sur la voiture pour qu'elle conserve son mouvement? Fait que là, actuellement, la voiture va tourner vers la droite parce qu'elle reçoit une force là et reçoit une force là. Donc, elle est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qu'on nous demande, c'est trouver la force pour que la voiture ne tourne pas dans le sens d'une aiguille d'une montre, qu'elle reste droite. Bon, ça peut sembler un peu épeurant comme problème, là, mais comme tout problème, commencez par tracer votre diagramme de corps libre. On a une force F1, on a une force F2. Et marquez toujours les données qu'on a. On vous demande, on vous dit F1 vaut 20 000 à 30 degrés. F2 vaut 9000 newtons à 325 degrés. Ben, c'est possible de trouver une force résultante. Donc, c'est la somme des deux vecteurs. Et la force équilibrante, ça va être la même chose, mais à 180 degrés. Donc, pour trouver la force résultante, il suffit de calculer les composantes en x et les composantes en y de chacun de mes vecteurs. Donc, par exemple, on commence en x. La force 1 en x, donc la composante en x de la force 1, c'est F1 cos de l'angle. On vous donne F1 puis on vous donne l'angle. C'est possible de trouver une valeur. Pour la deuxième force, c'est la même chose. Pour trouver la composante de la force 2, il suffit de faire F2 cos de l'angle. On vous donne F2, on vous donne l'angle. C'est possible d'obtenir un chiffre. En faisant la somme des forces, on obtient 12 159 newtons. Ça, c'est notre composante en x de notre vecteur résultant. Ça veut juste dire que ça va vers la droite, parce que c'est positif. Selon y, ben, F1y, ça va être F1 sin de l'angle, qui va être 20 000 fois sin de l'angle. On vous donne F1, on vous donne l'angle, ça nous donne 10 000. Même chose pour F2. F2y, c'est F2 sin de l'angle. C'est 9000 fois sin de 235, ce qui nous donne moins 7372. Ce qui est logique, parce qu'on a un F2 dans le négatif ici. Si on fait la somme des forces, on obtient 2628. Donc, notre vecteur résultant se retrouve dans le premier cadran, parce qu'il est dans les x positifs et il est dans les y positifs. Donc, notre vecteur résultant se retrouve à quelque part ici. On ne sait pas où, on ne sait pas dans quel angle, mais il se retrouve dans cette partie-là de mon graphique. Là, on connaît la valeur d'un côté du triangle.
On connaît la valeur de l'autre côté du triangle, mais c'est possible de trouver l'hypoténuse en faisant Pythagore. Donc, la racine carrée de la somme des côtés au carré, ce qui va nous donner 12 159 au carré, plus 2628 au carré, tout ça à la racine carrée, c'est pour ça que j'ai mis un exposant à une demi, ce qui nous donne 12 440. Ça, c'est la grandeur de notre vecteur. Mais pour trouver l'angle, ben, on a juste à utiliser SOHCAHTOA. On a les trois côtés et on cherche l'angle. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'utiliser tan, excusez. Donc, θ va être tan moins 1 du côté opposé sur le côté adjacent. On les a les deux. Ici, ça va être 2628 divisé par 12159, ce qui va nous donner 12,2 degrés. Faites attention. Ce que vous venez de trouver, c'est la force résultante. Okay? Donc, la force résultante, c'est 12 440 à 12,2 degrés. Nous, on vous demande quelle force devrait être appliquée sur la voiture pour qu'elle ne tourne pas. Ben, on doit appliquer la même force, mais à 180 de plus. Donc, ça, c'est la réponse. C'est un peu difficile. On va faire un autre numéro. Là, vous allez vraiment sentir mon côté fan de Star Wars. Donc, lors d'une mission, Chewbacca et Han Solo se retrouvent dans l'espace à bord du Millennium Falcon, qui est leur vaisseau ici. Le vaisseau subit l'attraction gravitationnelle d'un gros vaisseau de l'Empire. Okay? On vous donne les coordonnées les composantes de la force. En plus de subir l'attraction gravitationnelle de ce vaisseau-là, il subit l'attraction gravitationnelle de l'étoile noire. Encore une fois, on vous donne les composantes de la force. Et de la planète Naboo, qui est la planète de Jar Jar Binks. On vous donne encore les composantes de la force. Calculez la force qui vous permettrait au Millennium Falcon d'être à l'état d'équilibre. Nous vous donnons les forces de rotation, les composantes, et chaque graduation vaut 1 newton. Donc ici, c'est comme dire que la composante en X de la force du vaisseau est de moins 3 newtons, et la composante en Y du vaisseau, c'est 6 newtons. Comme tout problème, commencez par faire le diagramme. Okay, comme ça, vous allez avoir tous vos vecteurs. Là, je ne l'ai pas fait, mais qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de trouver la force résultante. La force résultante, ça va être la force du vaisseau, plus la force de Naboo, plus la force de l'étoile noire. Ben, c'est possible d'additionner les composantes en X de chacun de mes vecteurs, ce qui va nous donner moins 4, et d'additionner la somme des additionner les composantes en Y de mes trois vecteurs. Donc 6 moins 10 plus 7, ça nous donne 3. La force équilibrante, mais c'est toujours l'inverse de ma force résultante. Donc si j'ai une force résultante qui va dans les X négatifs et les Y positifs, donc dans le troisième cadran, je dois avoir une force résultante, dans le deuxième cadran, excusez-moi, je dois avoir une force équilibrante dans le quatrième, donc qui a un X positif et un Y négatif. Donc j'ai juste inversé mes chiffres, mon moins 4 est devenu un 4, mon 3 est devenu un moins 3. Donc, ma force équilibrante, comment je peux la trouver? Ben, on a deux côtés de notre triangle. Encore une fois, il suffit de faire Pythagore. Vous faites la composante en X au carré, plus la composante en Y au carré. Tout ça à la 1/2, ce qui va nous donner 5 newtons. Donc ça, c'est la valeur de ma force résultante, la grandeur du vecteur. Mais la force résultante puis la force équivalente, ça a la même grandeur. Donc, ça revient au même de marquer FR ou FEQ pour équilibrant. Là, on veut trouver l'angle
de notre vecteur. Donc, on peut trouver l'angle de la force résultante en faisant tan de moins 1 du côté opposé sur le côté adjacent, qui est 3 sur 4, ce qui nous donne 37 degrés. Là, le 37 degrés, gardez en tête que c'est l'angle entre... comment je pourrais dire? Ça, c'est l'angle entre l'axe des x négatifs et mon vecteur. OK? Donc, c'est ici. Là. Ce n'est pas 37 degrés dans le premier cadran. Parce qu'on remarque ici que ma force résultante, elle est dans le troisième cadran. Pourtant, 37 degrés, c'est dans le premier cadran. Donc, faites attention. C'est pour ça que je vous dis, tracez toujours votre graphique. 37 degrés, ça représente l'angle entre les x négatifs et votre vecteur. Comment qu'on peut trouver le vecteur, la force équilibrante? Mais c'est tout simplement en faisant 360 moins 37, ce qui va nous donner 323. 323, c'est dans le quatrième cadran. Et on a nos composantes qui donnent vraiment dans le quatrième cadran. Donc la réponse, c'est 5 newtons à 323 degrés.